Demain, dimanche 30 octobre, les Ivoiriens seront appelés à voter dans le cadre du référendum pour la nouvelle constitution. Le ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes, Maria Toukone, appelle à un scrutin calme et apaisé. L'ONG Servir célèbre ses 20 ans d'existence. Le Sofitel Hôtel Ivoire a abrité cette célébration. La cérémonie était présidée par la présidente de l'ONG, Henriette Konombeti. L'AVC est un mal grave qui atteint le cerveau et peut rendre invalide parfois à vie. Des milliers de personnes en sont victimes. Cette maladie peut être évitée par la prévention. Nous en parlerons dans ce journal. Bonsoir et bienvenue. Demain, 30 octobre, les Ivoiriens vont se rendre aux urnes dans le cadre du vote pour la nouvelle constitution. Ils vont se prononcer en faveur ou pas du projet. Avant ce jour de référendum, le président de la République s'est adressé à la nation. Dans cet extrait de sa déclaration que nous vous proposons, le chef de l'État donne le sens du vote et appelle les Ivoiriens à participer massivement au scrutin. On écoute le président de la République. En tant que président de la République, le devoir recommande que je ne remette pas à demain les décisions qui peuvent garantir la paix et la stabilité à notre pays. C'est pourquoi, ce dimanche 30 octobre 2016, vous êtes invités pour la deuxième fois de l'histoire de notre pays à participer à un référendum. Celui sur le projet de nouvelle constitution que je vous soumets, vous, le peuple souverain de Côte d'Ivoire. Une nouvelle constitution qui permettra à notre pays d'avoir des fondements solides et de demeurer en paix pendant des siècles et des siècles. Le référendum n'est ni une élection présidentielle, ni une élection législative ou municipale. Il ne s'agit pas de voter pour une personne ou pour un parti politique. Il s'agit de décider pour l'avenir de la Côte d'Ivoire, notre bien commun. C'est donc une occasion que nous ne devons pas manquer. Il s'agit de décider pour une Côte d'Ivoire dotée d'institutions fortes et modernes. Il s'agit de décider pour une Côte d'Ivoire de stabilité, une Côte d'Ivoire en paix. C'est pourquoi je veux appeler chacun d'entre vous, quel que soit l'endroit où il se trouve, quel que soit son rang ou ses opinions, à sortir le dimanche 30 octobre 2016 pour s'exprimer. Le ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et l'indemnisation des victimes exhorte à un bon déroulement du scrutin, un vote apaisé qui va permettre à chaque Ivoirien d'accomplir son devoir citoyen dans le calme. Hamza Diaby. Demain, dimanche, ce sont 6 318 311 électeurs qui sont attendus dans les 20 024 bureaux de vote répartis sur l'ensemble du territoire national. Ils vont exprimer leurs droits et devoirs de citoyens en se prononçant sur la nouvelle constitution. En allant dans les bureaux de vote pour le référendum, nos pensées et nos actes doivent converger vers l'objectif commun qui est de préserver et de consolider les acquis de la Côte d'Ivoire. Dans le respect de nos différences, allons construire une nouvelle page de notre histoire dans la paix. Faisons du 30 octobre 2016 un grand jour pour la Côte d'Ivoire, notre bien le plus précieux. En sortant massivement voter dans le calme et la non-violence. Le ministre du Pétrole et de l'Énergie tient lui aussi au bon déroulement du vote pour le référendum. Il s'est rendu ce matin au poste de haute tension d'Abobo pour s'assurer que tout fonctionne bien. Ibrahim Tounkara, Michel Digri. À quelques heures du scrutin référendaire, le ministre Adama Tounkara s'assure que le dispositif de production et de distribution de l'électricité fonctionne correctement. Une visite guidée du poste de haute tension d'Abobo a dissipé toutes les inquiétudes. Pour le ministre du Pétrole et de l'Énergie, l'éclairage ne doit pas faire défaut ce dimanche et même après, tant dans les bureaux de vote que dans les centres de compilation des résultats. Le secteur de l'énergie a pris toutes les dispositions pour que
tout se passe de façon excellente le dimanche et le lundi. D'abord, du point de vue approvisionnement en produits pétroliers finis, des dispositions ont été prises pour qu'il n'y ait pas de rupture sur toute l'étendue du territoire. En ce qui concerne l'électricité, j'ai autour de moi tous les grands acteurs de ce secteur qui ont veillé à mettre en place des mesures exceptionnelles pour un vote exceptionnel. Avant de poursuivre, je vous donne lecture de ce communiqué. La Commission électorale indépendante informe la population électorale que les pièces autorisées pour le scrutin référendaire du 30 octobre 2016 sont la carte d'électeur ou la carte nationale d'identité. La Commission électorale indépendante compte sur l'esprit de civisme et de discipline de tous. Un mot d'agriculture, la ville de San Pedro abrite la 6e édition des Journées nationales de valorisation de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques. Pendant 3 jours, des échanges sur le changement climatique, la déforestation et les bonnes pratiques agricoles vont meubler ce rendez-vous. Noël Niagnou. San Pedro, la deuxième porte océane de la Côte d'Ivoire, doublement honorée à l'occasion de la 6e édition des Journées nationales de valorisation de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques, JNVA 2016. Un parterre de personnalités de haut rang avec à leur tête Soro Guillaume, président de l'Assemblée nationale, parrain de l'édition. L'autre composant de cet honneur fait à San Pedro la mobilisation du monde agricole dans toute sa diversité. Défilé des acteurs de l'agriculture, panel sur l'agriculture africaine face aux défis de l'environnement et du développement durable. Thème de cette édition. Exposition de produits agricoles, mais aussi des moyens de modernisation de l'activité agricole ont ponctué ces 72 heures pour donner davantage de visibilité aux actions menées pour la durabilité de l'agriculture ivoirienne. JNVA 2016 se veut un hymne aux bonnes pratiques agricoles, à une agriculture éco-citoyenne, voire éco-responsable. Il faut former les acteurs afin de leur donner les outils et les moyens de compétir avec leurs pairs qui sont sous d'autres cieux. Dans cette optique, le gouvernement ivoirien a souligné son engagement. Les journées de valorisation de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques s'inscrivent dans le cadre de la nouvelle politique de développement durable axée sur l'élimination de la pauvreté sous toutes ses formes, l'amélioration de la nutrition et la promotion d'une agriculture durable prenant en compte la lutte contre les changements climatiques et leurs effets. Autre action à mener, la sensibilisation tout azimut du monde paysan. La question de la déforestation est une question importante. Et l'intérêt de cette manifestation, c'est justement que vous puissiez aller sensibiliser les populations dans les villages, dans les hameaux, dans les campements. Comme pour joindre l'acte à la parole, les autorités ont procédé à une opération de planting d'arbres. Après la visite des stands, moment de convivialité entre exposants et personnalités venus marquer ce rendez-vous de la valorisation de l'agriculture ivoirienne. La Fondation Servir à 20 ans, cet âge d'or a été célébré hier lors d'un dîner gala au Sofitel Hôtel Ivoire. Plusieurs personnalités y ont pris part, des fonds ont été mobilisés. Alexis Ouedraogo. Strass et paillettes pour célébrer dans le glamour les 20 ans de la Fondation Servir de Henriette Conan-Bédier. 20 ans au service des populations démunies avec un objectif herculéen, construire le premier centre international d'hémodialyse et de greffe rénale à Abidjan. Mai 1996, mai 2016, il y a 20 ans. À cette même tribune, nous lancions devant les Ivoiriens et les Ivoiriennes notre volonté d'aller à la rencontre de la souffrance des personnes défavorisées ou démunies et d'en combattre les causes ou d'y apporter les solutions palliatives et curatives. Et que dire de celui qui a toujours été pour moi un guide et un maître dans la vie de tous les jours et dans la gestion de notre fondation, le président Henri
Konan Bétier, mon cher et attentionné époux. Merci mon cœur, je t'aime. Pour Henriette Bédier, la marche ne fait que commencer pour toujours apporter du sourire au cœur meurtri. Élément important de ce gala, la vente aux enchères qui a permis de récolter environ 30 millions de francs CFA pour la fondation. L'une des pièces maîtresses, un bijou d'une valeur de 15 millions remporté par la première dame, a été offert à Madame Bédier. La célébration, elle, a pris fin sur des pas de danse bien enlevés. Parlons administration. Les diplomates ont été instruits sur la gestion de l'état civil des Ivoiriens nés à l'étranger, une gestion pas toujours facile. L'atelier est initié par le service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides en collaboration avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Herman Yamie. La gestion de l'état civil des Ivoiriens nés à l'étranger préoccupe le ministère des Affaires étrangères. Selon le ministère, si cette question est mal gérée, elle peut occasionner des risques d'apatridie. C'est donc pour éviter d'éventuelles situations désagréables que cet atelier est organisé à l'intention des diplomates ivoiriens afin de leur donner les outils juridiques nécessaires pour mener à bien leur mission. Nous avons un volet important, le consulaire à l'étranger, la protection des Ivoiriens. Et l'état civil est une source de protection. Parce que quand nos enfants naissent, il faut les déclarer. Quand quelqu'un meurt à l'étranger, il faut les déclarer. Quand quelqu'un célèbre un mariage, il faut le signifier. Tous ces actes doivent être consignés. Et parfois, ce n'est pas bien fait ou bien les textes ne sont pas connus. Cet atelier initié par le Sahara, le service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides, bénéficie du soutien du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Si les individus n'ont pas été déclarés, s'ils n'arrivent pas à prouver leur filiation parce que les documents d'état civil ont été détruits, il serait difficile pour ces individus de prouver leur nationalité quand même ils ont été réfugiés ivoiriens à l'extérieur. Le HCR, à ce jour, nous estimons à près de plus de 100 000 personnes qui sont entrées de façon spontanée. Et le plaidoyer que nous menons auprès du gouvernement ivoirien, c'est de revoir une disposition de la loi sur l'état civil des Ivoiriens de l'étranger afin de permettre la réinscription ou la prise en compte des personnes rapatriées alors même qu'on n'a pas pris le temps de se rapprocher des autorités consulaires déjà pendant l'asile. À l'issue de la formation, les participants doivent être capables d'identifier les éléments d'authentification et de vérifier l'authenticité des actes de l'état civil ivoirien, de reproduire un fait d'état civil concernant un réfugié, un apatride ou un bénéficiaire de la protection subsidiaire. La 8e édition de l'African Economic Forum se tient à la Maison de l'entreprise au Plateau. La rencontre vise à mettre en avant les expériences les plus réussies ou les plus prometteuses en matière de développement local. Juliette Ouya. Les pays africains, notamment la Côte d'Ivoire, doivent mettre l'accent sur le développement local pour améliorer les conditions de vie des populations. Message clé de la 8e édition de l'African Economic Forum. Cette plateforme annuelle tente d'utiliser les initiatives locales au niveau des petites collectivités comme moteur de développement économique. Aujourd'hui, plutôt que de mener des actions de façon esselée, nous pensons que c'est en conjuguant les efforts de tous les acteurs, comme je l'ai dit, qu'ils soient ONG, qu'ils soient pouvoir public, qu'ils soient fondations d'entreprise, c'est en conjuguant tous ces efforts-là, en les mettant en cohérence, que nous arriverons à construire un développement qui se veut durable, inclusif et participatif. Au nombre des expériences édifiantes, le modèle de décentralisation espagnol. Au niveau local, il y a aussi une grande autonomie des municipalités par rapport aux régions. Je pense qu'en Espagne, ce modèle a été bien accepté par la plupart de la population et on pourrait dire qu'en général, les citoyens connaissent bien quelles sont les obligations de chaque niveau de l'État vis-à-vis les services publics auxquels il a droit, le citoyen. Une dizaine d'exposants œuvrant pour le développement local ont présenté leurs services et produits au grand public. Nous avons les dérives de manioc que nous transformons en gari, en atiéké, en atoukou. La transformation fait partie du développement local. Il faut transformer pour vendre dans les pays développés, pour développer notre agriculture, pour développer notre projet local. L'African Economic Forum a été initié en 2009 par Marcel Zadikessi, ancien président du Conseil économique et social.
Je vous lis un communiqué émanant du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale communique en application du décret numéro 2011-371 du 4 novembre 2011, modifiant et complétant l'article 2 du décret numéro 96-205 du 7 mars 1996, déterminant la liste et le régime des jours fériés. Le mardi 1er novembre 2016, jour de la fête de la Toussaint, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Pour les signataires de la Convention collective interprofessionnelle du 20 juillet 1977 et conformément aux dispositions de l'article 64 de la dite Convention, le jour de la fête de la Toussaint est déclaré jour férié, chômé et payé. À présent, ces images d'un nouveau-né retrouvé mort dans un carton à Cocody 2 Plateau, non loin du centre commercial Sokosé. Le bébé et une fillette auraient été abandonnés par sa mère juste après sa naissance, selon les habitants de la cité. Son corps sans vie était encore dans le carton lorsque nos équipes quittaient les lieux. Dans le dossier de ce soir, nous parlerons de l'accident vasculaire cérébral ou l'AVC. Ce mal s'attaque directement au cerveau, rendant invalide et parfois de façon irréversible ses victimes. En Côte d'Ivoire, il tend à devenir un problème de santé publique. Des milieux de vie sont brutalement fauchés par cette maladie. Mais l'AVC peut être évité par la prévention, nous dit Serge Koléa. CHU de Cocody, service de neurologie, 10e étage. C'est ici que sont traités les cas d'accidents vasculaires cérébraux ou, si vous préférez, les AVC. Les vaisseaux sanguins qui amènent le sang vers le cerveau vont avoir un problème. Et ce problème, il est de deux types. Soit le vaisseau va se boucher, et donc il y a une partie du cerveau qui ne reçoit pas de sang qui va mourir, soit le deuxième type, le vaisseau va éclater et donc il va y avoir un épanchement de sang à l'intérieur du cerveau qui va détruire les cellules également du cerveau. En dehors des facteurs de risque connus, à savoir le stress, l'hypertension artérielle, l'obésité, la sédentarité et les maladies du cœur, on se rend bien compte que les AVC constituent une menace qui plane aujourd'hui sur la vie de chaque individu. Le professeur Kwame Assouan fait partie des spécialistes d'AVC en Côte d'Ivoire. Avec lui, nous avons tenté de comprendre pourquoi les AVC font autant de victimes ces dernières années. On est aux alentours en Côte d'Ivoire de 20 à 25% de mortalité. C'est très important, c'est un malade sur 4 ou un malade sur 5 qui va mourir à l'hôpital à la période aiguë comme ça de l'AVC. Mais même dans les suites, dans les mois qui vont suivre, dans l'année qui suit, il y a encore, parmi les survivants, d'autres personnes qui peuvent décéder. Et c'est pourquoi il faut plutôt agir sur la prévention. Il faut empêcher, dans la mesure du possible, l'accident vasculaire cérébral de survenir. Il faut aussi pouvoir reconnaître les premiers signes d'un AVC et les mesures d'urgence en cas d'attaque. Donc si vous avez une paralysie d'un côté du corps qui survient de manière brutale, comme c'est le cas dans tous les AVC, et qui s'améliore spontanément, qui régresse, on dit classiquement, en moins d'une heure, vous avez fait un accident transitoire. C'est un avertissement qui vous dit que vous risquez, dans les heures qui viennent, de faire un vrai AVC complet définitif. Pour parler prévention, nous avons rencontré le docteur Anvo, chercheur à l'université Nangui-Abrogwa d'Abobo Adiamé. Il est basé à l'Institut de cardiologie d'Abidjan où il mène des recherches. Pour lui, il ne faut pas chercher ailleurs les raisons de la montée en puissance des AVC et des maladies cardiovasculaires. Elles se trouvent dans nos assiettes. En Côte d'Ivoire, si nous mangeons trop salé, trop sucré, il est intéressant d'abord de modérer la consommation des jus de fruits. En deux, nous demandons aux personnes de plus de 45 ans, 48 ans, de réduire leur consommation en aliments ayant un fort taux de sucre. À partir de 45 ans, 50 ans, apprenons à ne plus manger du riz le soir, l'attiéké le soir, l'igname le soir. Ces aliments doivent être consommés à mi-journée, à midi, mais pas le soir. Si nous prenons l'habitude de manger ces aliments le soir à partir de cet âge, nous serons diabétiques et c'est le diabète qui va entraîner
des autres maladies cardiovasculaires qui surviendront. L'alimentation, un facteur de risque fondamental à ne pas négliger dans la prévention des AVC. J'invite les Ivoiriens de ne pas forcément attendre qu'ils soient malades avant de venir faire une constatation diabétique. Pour beaucoup, ils savent que dans leur famille, il y a des personnes qui sont diabétiques, hypertendues, qui ont ces maladies cardiovasculaires. C'est le lieu de venir faire une constatation diabétique avant que le mal n'arrive. Contrôler sa tension artérielle, pratiquer du sport, la marche par exemple, manger moins salé et moins sucré, éviter le tabac et la consommation excessive d'alcool, aller en consultation diététique sont quelques-unes des règles d'or à respecter pour faire barrage à l'AVC, ce monstre qui tue en silence. Dans la nuit du 25 octobre dernier, des événements malheureux sont survenus au CHU de Cocody. Des étudiants qui accompagnaient au service d'urgence l'une de leurs camarades mordue par un serpent s'en sont pris violemment au personnel de santé car ils trouvaient que le service était long. 3 médecins et une infirmière ont été tabassés. Quelques dégâts matériels ont été constatés. La Direction générale de la santé en a fait cas au cours d'une rencontre avec la presse. Davis Oyo, Delphine Bla. CHU de Cocody, 12h30, ce vendredi 28 octobre. Face à face, personnel de santé et un groupe d'étudiants. Le groupe se serait rendu coupable d'agression sur des agents en service dans cet établissement sanitaire il y a 3 jours. Les étudiants mis en cause reconnaissent leur tort. Nous étudiants représentés à ces agents de la santé-là nous excusent. Le personnel des urgences du centre hospitalier et universitaire de Cocody, traumatisé, doit son salut au 8e arrondissement qui a sécurisé les lieux et à la tutelle qui leur apportait soutien et réconfort. Les agents ont continué le travail malgré le malheureux incident, mais ils demandent aujourd'hui plus de mesures sécuritaires. Des mesures de renforcement de la sécurité sont prises en lien avec le ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. La prise en charge médicale et psychologique urgente des blessés est en cours. La ministre de la Santé et de l'Hygiène publique tient à rassurer l'ensemble du personnel des CHU en général et des urgences en particulier que le gouvernement prend la pleine mesure de la situation. Elle tient aussi à rappeler aux usagers l'importance de la patience et le respect de l'espace médical. Les faits. Le mardi 25 octobre, un groupe d'étudiants a agressé le personnel des urgences du centre universitaire et hospitalier de Cocody. L'incident est survenu à la suite d'une mauvaise appréciation par les étudiants de la prise en charge d'une étudiante reçue pour morsure de serpent sur le campus de Cocody. Les agresseurs non satisfaits ont forcé la grille de la zone de soins du service des urgences, blessant un vigile et agressant physiquement 3 médecins et une infirmière de l'équipe du CHU de Cocody. La patiente concernée a été bel et bien prise en charge selon le ministère de la Santé et son état est stable. Dans le domaine de l'enseignement supérieur, 30 établissements supérieurs français exposent à l'université Félix Houphouët-Boigny à Cocody. C'est à la faveur du Salon de l'enseignement supérieur en France à Abidjan. Cette plateforme est le fruit d'un partenariat entre l'Espace Campus France et l'ambassade de France en Côte d'Ivoire. Elle vise à faciliter l'orientation des élèves et étudiants ivoiriens qui souhaitent faire des études en France. Malika Koulibaly. C'est une première en Côte d'Ivoire. L'Agence française pour la promotion de l'enseignement supérieur organise une exposition dénommée Salon de l'enseignement supérieur français à Abidjan. La cible, les élèves, les étudiants désireux de continuer les études en France et aussi les diplômés qui voudraient profiter de l'expertise internationale. C'est très important pour nous. Il y a plus de 30 écoles et universités qui ont répondu à l'appel. L'idée, c'est de convaincre les étudiants ivoiriens qui allaient faire leurs études ou une partie de leurs études en France. C'est un sésame pour avoir une vie professionnelle réussie. Les objectifs du salon susmentionnés s'inscrivent parfaitement dans la grande vision du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. En effet, l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020, voulue par son Excellence le président de la République, Alassane Ouattara, ne peut être atteinte sans des élites bien formées et des ressources humaines de haut niveau, de qualité.
Le Salon de l'enseignement supérieur français à Abidjan est le fruit de partenariats entre la Côte d'Ivoire et la France. Pendant 3 jours, des conférences thématiques et des échanges institutionnels ont animé l'exposition. Environ 3000 lycéens et étudiants ivoiriens sont candidats aux études supérieures en France chaque année selon Campus France, l'agence française pour la promotion de l'enseignement supérieur. En littérature, Éternel espoir est un poème qui incite à garder espoir malgré les difficultés de la vie. C'est l'œuvre de Guy Rachel. Cette jeune auteure a été présentée au public au cours d'une dédicace. Sista Soro. Éternel espoir, l'œuvre d'une jeune prodige de la littérature, son nom, Guy Rachel. À 18 ans, Guy Rachel a publié son recueil poétique. Une œuvre qui veut faire de l'espoir une force et un acharnement à vouloir sortir d'une condition malheureuse. Éternel espoir parle d'abord de plusieurs situations difficiles, alambiquées, des situations tumultueuses, mais avec toujours une lueur d'espoir. Juste pour dire aux uns aux autres que quelles que soient les situations, on peut toujours s'en sortir. À l'instar de la musique, l'auteur, au travers de sa poésie, a voulu communiquer une émotion particulière, ses propres émotions. D'où son poème hommage à son ami Charles décédé. Poème intitulé Zouzou Wanda Charles. C'est un texte dans lequel l'auteur est naturel. En même temps que c'est de la poésie est réputée être un genre où il y a beaucoup de phares, beaucoup d'esthétique autour. Mais en même temps que cette esthétique-là, elle est présente dans le texte avec les figures de style et autres, mais on sent aussi la sincérité dans les mots. C'est-à-dire c'est l'auteur qui se raconte. Elle raconte sa vie, elle raconte son expérience, son rapport aux autres, son rapport à la société. Révélée par le biais d'une plateforme littéraire, Guy Rachel est étudiante en 3e année de licence au département d'allemand à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Éternel espoir est sa première œuvre. Elle compte ne pas s'arrêter en si bon chemin. La 11e édition d'Afrique Fashion s'est déroulée le 8 octobre dernier au Palais des Congrès du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire autour du thème « La créativité au cœur de la jeunesse et de la francophonie ». Euphrasie Yao-Kwasi, ministre de la Promotion de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, était la marraine de la cérémonie. Étoffes, couleurs, strass et paillettes étaient au rendez-vous de la grande soirée de la mode africaine, Afrique Fashion Show. Afrique Fashion Show est une plateforme dédiée aux créateurs de mode en vue de les révéler au grand public et promouvoir ainsi leur création. Cette grande messe de la créativité a permis de rappeler qu'au-delà du glamour, l'industrie textile est un puissant vecteur de développement qu'il convient de soutenir et d'encourager selon la marraine de la cérémonie. Le secteur du textile et de l'habillement figure au nombre des nouvelles filières porteuses sur lesquelles notre pays veut miser pour la transformation de son économie. Il s'agit pour le président de la République de rendre ces micro, petites et moyennes entreprises plus compétitives à travers le renforcement des capacités techniques et managériales ainsi que l'accès aux ressources, l'accès au financement. Véritable révélation de la manifestation, les stylistes Tradiodonné, Modeste Ba et Barros ont fait vibrer la foule tant par la qualité, l'originalité que par la beauté de leur création. Au chapitre des innovations, la marque Misano de Isabelle Hano, la promotrice d'Afrique Fashion Show. À force de fréquenter les créateurs, j'ai été piquée donc par cette envie-là de préparer une collection et j'ai tenté dans un style assez particulier qui était un style assez simple, assez fluide pour la femme un peu forte, parce que nous sommes avant tout des Africains et la femme africaine a des formes, elle a des courbes, donc il ne faut pas qu'on lui présente seulement des modèles pour des filles fines. Afrique Fashion Show se positionne désormais comme l'un des événements incontournables du calendrier de la mode en Côte d'Ivoire et en Afrique. Le Premier ministre français Manuel Valls est attendu à Abidjan demain dimanche pour une visite officielle. Elle se situe dans le cadre d'une mini-tournée sous-régionale qu'il a débutée le 28 octobre au Togo, puis au Ghana. Pour le Premier ministre français, cette visite en Afrique va lui permettre de rencontrer des gens, voir les problèmes de la vie quotidienne s'immerger dans la réalité africaine. Une manière donc d'essayer de porter une nouvelle vision des relations franco-africaines.
Et pour rappel, demain 30 octobre, les Ivoiriens vont se rendre aux urnes dans le cadre du vote pour la nouvelle constitution. Ils vont se prononcer en faveur ou pas du projet. Avant ce jour de référendum, le président de la République s'est adressé à la nation. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne fin de soirée sur RTI 1.